Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est à la tête d'un mastodonte de l'industrie musicale mondiale. C'est pourtant loin de ce monde qu'il a commencé. Juriste de formation, il est d'abord voué à une belle carrière aux États-Unis. Mais en 2000, un accident de kitesurf le fait revenir en France. Il intègre alors Vivendi Universal et découvre l'industrie musicale. 5 ans plus tard, il quitte un salaire confortable pour fonder Believe, une maison de disques 100% numérique. La start-up devient en quelques années un géant incontournable du secteur et accompagne des artistes et des labels du monde entier. Jul, PNL ou encore Vianney leur font confiance. 17 ans après ses débuts, Believe fait aujourd'hui partie du cercle très fermé des licornes françaises. Nous recevons aujourd'hui son fondateur et directeur général, Denis Ladegaillerie, et notre invité. Bonjour Denis, bienvenue dans le Tech Show. Merci et ravi d'être avec toi. Alors pour commencer, je te propose qu'on fasse le signe de Jul. Donc je crois que c'est bien comme ça, voilà, exactement. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on fait le signe de Jul? Parce que vous avez produit Jul, enfin il est chez Believe, c'est ça? On a la chance de travailler avec Jul maintenant depuis plus de 7 ans, oui, à la fois sur le disque et puis on a produit là, avec lui le premier gros concert à Marseille il y a quelques mois. D'accord. Est-ce qu'il y a un signe, une explication particulière sur ce signe? JUL. D'accord. Donc c'est Jul comme ça. Exactement. Voilà. Donc on va reparler de Jul tout à l'heure bien évidemment, mais avant tout, quelle aventure Believe. Est-ce que tu pourrais nous pitcher ce qu'est aujourd'hui Believe? Ouais, le métier de Believe, c'est de développer des artistes à tous les stades de leur carrière. Donc c'est vraiment de permettre à la fois des artistes en développement d'être un premier tremplin à travers un service qui s'appelle TuneCore qui leur permet de mettre leur musique disponible partout dans le monde digital, jusqu'à l'accompagnement de top artistes comme Jul ou PNL ou Vianney à travers certains des labels avec lesquels on travaille. Donc notre objectif, c'est vraiment d'avoir des solutions qui permettent d'accompagner les artistes dans le monde digital, quel que soit leur niveau de développement. Donc alors concrètement, comment ça se passe? Moi, je suis artiste, je me connecte sur Believe et comment ça fonctionne? Alors, si tu es, demain, tu décides de changer de métier, de commencer à jouer du piano ou chanter, on a un service qui s'appelle TuneCore, sur lequel tu peux aller, tunecore.fr, dans lequel tu peux déposer ta musique. C'est un système d'abonnement annuel. Tu peux déposer autant de titres que tu veux. Ça coûte 50 € par an et on va rendre cette musique disponible sur l'ensemble des services de distribution. Donc tes amis, ta famille, tes premiers fans pourront aller l'écouter de Deezer à Spotify en passant par Qobuz. Et on va te reverser 100% des revenus qui sont générés par cette musique. Donc c'est la première étape de l'accompagnement. Et au fur et à mesure où tu vas te développer, là on va mobiliser des équipes de plus en plus significatives pour être capable de t'accompagner en fonction de tes besoins. D'accord. Est-ce que tu peux nous communiquer en quelques chiffres Believe? Believe aujourd'hui, c'est 1700 collaborateurs dans le monde, présents dans 50 pays. On accompagne plus d'1 million d'artistes aux différents stades de leur développement et on génère un peu plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. La société entre en croissance rapide, plus de 35% de croissance organique depuis le début de l'année, profitable et génératrice de cash flow. Waouh, le rêve, une licorne rentable, en très forte croissance, t'assures réussir à coupler hyper croissance avec rentabilité. On est vraiment une histoire de croissance profitable aujourd'hui. Alors, on continue à investir très très fortement parce qu'on a une opportunité qui est encore très très significative avec 35% de croissance annuelle. On a des opportunités dans l'intégralité des pays. Donc, on est toujours en fort investissement. Aujourd'hui, l'échelle nous permet de combiner à la fois une poursuite de l'investissement très très forte et une montée progressive en profitabilité. Donc, on combine les deux. Est-ce que vous avez effectué des levées de fonds? Alors, on a levé très peu d'argent, c'est-à-dire qu'on a quasiment presque toujours intégralement autofinancé le développement de la société. On a fait une levée de fonds tout à fait au début, en 2008, enfin au bout de 3 ans, qui nous a permis de financer une première acquisition. On en a fait une deuxième en 2014 qui nous a permis de financer l'acquisition de TuneCore et puis plus récemment avec l'introduction en bourse pour financer des acquisitions futures. Mais notre modèle, ça a toujours été en fait d'opérer la société de manière profitable pour que la croissance organique s'autofinance et de lever de l'argent pour financer des acquisitions. Alors, des licornes françaises, il y en a peu. Des licornes françaises rentables, il y en a encore moins. Comment vous avez réussi un tel succès? D'abord, si tu veux, la chose qui t'aide, c'est quelle est la nature de ton marché et la taille de ton marché. Et on a la chance d'être sur un marché de la musique qui s'organise au niveau mondial, qui se digitalise. Donc, on a vraiment joué la transformation du marché de la musique digitale et on a monté, en fait, le facteur clé de succès, c'est d'être capable de combiner
3 expertises clés. Une expertise qui est technologique. Comment est-ce qu'on utilise la technologie pour construire des solutions qui n'existaient pas dans le marché. Vous avez des technologies propriétaires? On a toutes nos technos sont propriétaires. Donc en fait, si demain tu vas sur TuneCore, quand on distribue ta musique, on a développé l'ensemble des interfaces, des systèmes qui nous permettent de la distribuer, de payer des royautés. On développe de traquer aussi le nombre d'écoutes sur toutes les plateformes. Exactement. Tous les jours, tu pourras venir sur l'interface et tu verras combien de personnes ont écouté, leur sexe, leur âge, où, etc. Donc tout ce traitement de data qui est très précieux pour nous parce qu'il nous permet de guider et d'accompagner le développement des artistes. Donc la techno, c'est un élément clé. L'expertise digitale qui est liée à la techno, c'est en fait, quand tu as toute cette donnée, comment est-ce que tu agis dessus, comment tu fais pour aller augmenter, développer les audiences des artistes et augmenter leurs revenus. Donc il y a tout un accompagnement des artistes en plus. L'accompagnement, le marketing, la promotion, donc qui sont des expertises très différentes dans le monde digital du monde traditionnel. Et puis la troisième expertise, qui est l'expertise musicale, qui est la capacité en fait à développer des relations de confiance avec des artistes, comme avec des Jul ou des PNL, pour les accompagner dans le temps. Et donc c'est vraiment cette combinaison-là qui fait qu'on a été capable de monter en échelle et puis d'être présent dans 50 pays et d'accompagner autant d'artistes qu'on le fait aujourd'hui. Alors, tu disais tout à l'heure, vous avez 1 million d'artistes chez Believe. Comment on fait pour signer 1 million de contrats? Vous êtes la plus grosse société française et peut-être mondiale avec 1 million d'artistes. Alors, en fait, une des choses que moi je trouve assez fantastique, c'est que la technologie a permis de démocratiser l'accès au marché. Produire des CD, ça coûte très cher. Donc en fait, la plupart des artistes en développement n'avaient jamais leur CD disponible sur les différents points de vente. Dans le monde digital, tu peux être un artiste en développement et ta musique sera présente partout. Elle sera présente sur tous les services, partout à travers le monde. Donc ça crée des opportunités extrêmement fortes et ce qui fait que dans tous les pays, on regarde tous les chiffres de streaming tous les jours, on regarde quels sont les artistes qui se développent le plus rapidement possible. Et quand on voit qu'un accompagnement additionnel leur permettrait d'aller plus loin, on les contacte. Ouais, vous êtes très data-driven. Quand vous observez qu'un artiste a des bonnes stats chez Believe, derrière, vous proposez de l'accompagner pour faire passer à l'étape 2. Tu vois, et tu développes progressivement. Si je prends un artiste comme Jul, par exemple, Jul, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que peu de gens ont en tête, c'est le plus gros vendeur de hip-hop en France de tous les temps. C'est sur la décennie qui vient de s'écouler, c'est le deuxième plus gros vendeur après Johnny Hallyday. Et c'est le plus gros vendeur digital. Et donc, c'est un artiste extrêmement populaire. On a renégocié 5 fois avec lui des contrats différents, à chaque fois pour l'accompagner de manière plus approfondie, jusqu'à l'accompagner sur ses tournées, sur le merchandising, les t-shirts, les baskets, de manière à pouvoir approfondir ce type de service. Donc, les relations se développent vraiment progressivement dans le temps. C'est très rare que tu aies des artistes qui passent de « je suis complètement inconnu » à « je deviens une top star » en espace de 6 mois. Ça n'existe pas. C'est vraiment tout un travail de développement où on mobilise progressivement des expertises de plus en plus importantes. Alors aujourd'hui, Believe a 17 ans. Quel a été pour toi le moment le plus difficile de l'aventure? Le début, en fait. C'est le début parce que, pour te donner une idée, tu vois, on a commencé à travailler en fin décembre 2004, début janvier 2005. Et en fait, là, tu réfléchis à ton modèle, comment est structurée l'industrie du disque, comment va se faire la transformation digitale. Et puis, tu te dis, là, je pense qu'il y a une place ici. Nous, on s'était dit, tiens, je pense que le digital va permettre de démocratiser cet accès, donc on va pouvoir offrir une solution à plus d'artistes. Donc, tu commences à réfléchir. Quel type de contrat je vais mettre en place, comment je vais signer les artistes, comment je vais les accompagner. Il y a une image que j'avais lue dans un livre de management que j'aime bien, qui est l'image du hamster dans sa roue, où en fait, le nombre d'efforts qu'il faut faire pour mettre la roue en marche sont extrêmement significatifs avant qu'elle génère de l'inertie, qu'elle se mette à tourner. Et je trouve que quand tu montes une boîte, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, notre premier bureau, c'était dans mon appartement rue Lafayette. Donc, vous avez commencé dans la cuisine. Certains commencent dans un garage. Toi, c'était dans la cuisine, dans le salon. Et donc, du coup, quand tu es 3, tu fais très peu de choses. Et donc, ta capacité à bouger est relativement lente. Et en fait, ce que tu vois, c'est, tu vois, on a généré notre premier chiffre d'affaires en juin 2005, et c'était 30 €. Et puis après... Combien de temps pour faire 30 €? Tu vois, 6 mois. 6 mois pour faire 30 €. Et après, la première année, vous aviez fait combien? Tu passes à 1500, 2000. Et la première année, on avait fait un peu plus de 100 000 €, si tu veux, 100 000, 300 000, etc. Donc, ça met beaucoup de temps. Et en fait, tu te dis, les 2-3 premières années, tu te dis, waouh, j'ai investi tout ce temps-là. Et le marché se développe, mais il se développe quand même à une vitesse qui est relativement lente.
Donc, est-ce que j'ai un modèle ou pas? Donc, tu as une incertitude qui est relativement forte. Ça, c'était un point très fort. L'autre élément difficile, je dirais, introduction en bourse, c'est un élément extrêmement difficile pour des raisons différentes liées à l'incertitude. Mais ouais, je dirais que c'était ça les moments difficiles. C'est vous, parce que là, tu as parlé de l'introduction en bourse, on aurait pu penser que c'était un des plus beaux moments, et en fait, tu nous dis que c'était un des moments les plus difficiles. Alors, en fait, je dirais que ouais, l'introduction en bourse, c'est un des moments les plus difficiles parce que en fait, elle correspond à un plan de développement. En fait, tu dis, je veux aller, nous, dans notre cas, on veut aller lever 300 millions pour aller faire un certain nombre d'acquisitions et se développer. Et on avait déjà identifié un certain nombre de cibles. Et donc, tu te dis, si j'arrive pas à faire ce que je veux, si j'arrive pas à faire mon introduction en bourse parce que les marchés sont pas ouverts, je vais pas pouvoir faire exactement ce que je veux. Il faudra que j'aille faire autre chose. Et ça crée de l'incertitude très forte. Donc là, tu nous as dit tout à l'heure, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires présents dans plus de 50 pays. Et tu nous as dit que ce n'était que le début. Donc jusqu'où est-ce que vous voulez aller, Biliv? Quelles sont tes ambitions? Écoute, moi, mes ambitions, elles sont portées par deux choses. Elles sont portées par, en fait, un marché qui va continuer à être en croissance très forte pendant au moins les 10 prochaines années, quand on fait les projections. Et le fait que l'histoire a démontré, et y compris l'histoire récente, c'est que notre capacité, notre modèle nous permet d'acquérir plus de parts de marché qu'aucun de nos concurrents. On croît entre 2 et 3 fois plus vite que les concurrents qui sont non digitaux, c'est les maisons de disques classiques. D'ailleurs, que pensent les acteurs traditionnels de Biliv? Donc nous, notre ambition, c'est de devenir leader de marché, tu vois, sur un certain nombre de marchés dans le top 10 des marchés mondiaux. Je pense que si tu nous donnes 20 ans, on ira chercher le leadership mondial. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors Denis, on va voir si tu connais bien tes artistes. Donc on a une petite question pour toi. Tu dois terminer la phrase. Si je te dis en bande organisée, personne ne peut nous... Canaliser, c'est Jul, bravo, tout à fait. Donc c'est le titre Bande organisée. Donc j'ai regardé rien que sur Spotify. Alors je te pose une question à ton avis sur Spotify. Le titre Bande organisée, combien de vues sur Spotify? Succès extraordinaire. Alors je te dirais pas sur Spotify, mais on était à plus de 700 millions de vues. Et là on est à 181 millions de streams juste sur Spotify. Ouais. C'est juste incroyable, hein, vraiment. C'est exceptionnel. Retrouvez la suite de l'émission dans la partie 2.